Donc aujourd'hui, c'est un webinaire un peu spécial qu'on va faire. On va avoir une discussion autour de comment scaler votre production de contenu. L'idée, c'est qu'on va couvrir toutes les étapes de la création de contenu. À commencer, bien sûr, il faut avoir des idées. Ensuite, créer des briefs. Ensuite, créer le contenu avec de l'IA, avec des rédacteurs. Ensuite, publier les contenus, créer des images, faire du backlink, optimiser les contenus, faire du maillage interne, distribuer les contenus sur les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est vraiment de couvrir de A à Z la production de contenu SEO et comment aussi la mettre à l'échelle, ou comme on dit en anglais, scaler. Et d'ailleurs, quand je parle de scaler, et François est d'accord avec moi, ce n'est pas juste monter le nombre de contenus créés, mais c'est aussi augmenter la qualité et l'efficacité de vos équipes. Donc, je suis vraiment content d'avoir François aujourd'hui avec moi dans ce webinaire, dans ce nouveau format, on va dire, où on va faire une discussion et on va prendre une agence. Et aujourd'hui, François représente l'agence Webloom. C'est le CEO de Webloom. François, je ne vais pas te présenter, mais je vais te laisser te présenter. Donc, dis-nous qui tu es et comment tu es tombé dans le SEO. Oula, waouh, la marmite quand j'étais petit. Je ne voulais pas dire la marmite SEO pour les amis du podcast Position Zéro. C'est ça. Qu'on embrasse d'ailleurs. Non, écoute, moi, ça fait, je sais pas, 15 ans que je fais du SEO à peu près. Au début, c'était pas vraiment mon métier, c'était plus un truc passion. Je pense qu'à l'époque, en plus, de toute façon, pas beaucoup de gens faisaient vraiment leur métier. Je montais des sites, il fallait que je fasse du trafic, donc j'ai fait du SEO, comme beaucoup, hein, je pense, de OG du SEO. Et après, je me suis reconverti dans le SEO, d'abord chez l'annonceur, et puis après, j'ai créé l'agence Webloom il y a 7 ans, en septembre. Ça fera 7 ans déjà, le temps passe très vite. Avec Clément Bourdon, que certains connaissent peut-être déjà aussi sur LinkedIn, très présent, mon associé de toujours, qui est lui plutôt sur la partie Google Ads. Et Webloom, c'est une agence du coup de search sur Paris. On est une dizaine et on accompagne tout un tas de gens très différents, des PME, des startups, pour être premiers sur Google. Voilà, soit de manière gratuite, soit de manière payante. Et pour ça, on a besoin de contenu, ce qui nous amène au sujet du jour. Exactement. Et aussi pour la petite parenthèse, j'ai travaillé déjà avec l'agence Webloom et c'est aussi pour ça que, via d'autres projets, on va dire, sans aller dans le détail, je travaillais avec eux et j'ai aussi vu leur process en interne, la façon dont justement ils automatisaient pas que la partie SEO, mais aussi la partie gestion de projet, la partie voilà. Donc c'est un aspect qui m'a aussi vraiment intéressé sur comment François et ses équipes travaillent. Donc on va aborder ça aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi, voilà, on a cette discussion avec François. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Mais donc voilà, François, donc on l'a compris, voilà, une agence SEO SIA, vous créez du contenu. Ouais. C'est quoi voilà, disons quand tu commences un projet SEO avec un de tes clients, voilà, comment ça fonctionne, quelles sont les premières étapes, voilà, tu arrives, ils viennent te voir et ils disent François, on va être premier sur Google. Comment on fait? Ouais, c'est à peu près le brief initial. En fait, ils veulent faire du trafic, ils veulent faire du business surtout. On va en reparler, je pense que c'est important. C'est la plupart du temps, ils veulent pas juste faire du trafic, mais ils veulent faire de l'argent. Et donc, ça doit être toujours un peu notre leitmotiv d'agence ou pas d'ailleurs, enfin même de SaaS, d'essayer d'aller faire du contenu ou amener du trafic de qualité, trafic qualifié. Donc, ils arrivent. En général, ils n'ont pas trop d'idées de leurs mots-clés, ou en tout cas, ils en ont une idée assez basique. Donc, ils connaissent les 2-3 mots-clés hyper stratégiques. J'appelle ça les mots-clés obsessionnels. Le matin, ils se réveillent, ils boivent leur café. Ils rêveraient d'être premiers sur tel mot-clé. Mais c'est tout. Voilà. Donc, en fait, la première étape d'audit et d'analyse, et on va en parler pas mal, c'est justement l'étape d'idéation, l'étape d'audit. C'est comment passer de voilà mon besoin, voilà mon business, voilà les intentions de recherche que j'imagine de mon persona, de mon client. Qu'est-ce qu'on va faire comme mots-clés, qu'est-ce qu'on va imaginer comme contenu. Et c'est une étape passionnante. Et c'est souvent l'étape la plus longue, la plus analytique, la plus, tu vois, perdu le nez dans des Excel, etc. Donc, c'est aussi l'étape que très vite, on a essayé, nous, d'automatiser. Parce qu'on peut gagner un temps fou. Et historiquement, on n'avait pas l'IA, on n'avait pas tout ça. Donc, on a essayé de réfléchir à comment automatiser ce qui en général, est l'étape vraiment qui prend le plus de temps.
Et cette étape d'idéation, en gros, c'est passer de voilà ce que je veux, voilà mon business, à en gros une liste d'intentions de recherche qui ensuite feront l'objet de briefs. Voilà. Et, euh, et donc, cette liste de mots-clés classique, ça se repose essentiellement, et là, c'est vraiment très important de le dire, sur la qualité de la data que tu as. Donc, à cette étape-là, tu vois, on ne parle même pas d'IA ou de scaling, c'est juste de s'assurer que tu as la meilleure data possible. Donc, qu'est-ce que tu vends et peut-être des données de vente de tes produits. Vraiment avoir une idée de tes personas. Donc, nous, on aime bien toujours faire cette étape en kick-off d'analyse de personas. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils achètent, comment, quel âge ils ont, etc. Et ensuite, les outils. Connecter la Search Console, si elle n'est pas connectée. Aller sur. J'ai des petites réactions Apple. Connecter la Search Console, utiliser des outils comme Google Suggest, hyper intéressant. Et puis après, tu as des outils payants aussi, voilà, SEO Observer, SEMrush, Ahref, etc., qui vont t'aider, en fait, quand tu vas taper une thématique, à avoir un certain nombre de mots-clés et te faire gagner un temps fou. Et en fait, à l'époque, on faisait ça à la main. Donc, le rôle d'agent en agence, c'était faire des extracts Excel en fait, des outils. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que en fait, grâce aux API, grâce aux devs et puis maintenant un petit peu à l'IA, même si l'IA n'a pas changé fondamentalement cette étape-là, et ben en fait, on peut automatiser toute cette étape-là. Donc en fait, nous, en un clic, si tu veux, maintenant, en ayant les personas et le domaine du site, en un clic, on va générer des listes comme ça de dizaines de milliers de mots-clés. Qui sont déclusterisés, qui sont vraiment analysés, etc., qui normalement couvrent la totalité des objectifs du client. Voilà. Et donc là, c'est ta première étape avant de passer ensuite à l'étape de brief, quoi. Mais intéressant. Bah, juste avant de passer sur la partie collection des données, donc euh, Ouais, la première étape vraiment, donc l'analyse du personnel, l'analyse du business, en fait, on est d'accord. C'est un ouais, point important, je pense. On va pas faire, tu ouais, vas pas faire commencer un projet SEO juste à chercher des mots-clés. Il faut que tu comprennes le business ouais. de l'entreprise, leurs objectifs à atteindre, leur audience qu'ils veulent atteindre, aussi comment l'audience cherche, quels sont les différents types de formats qu'ils aiment peut-être et quels sont les canaux, principalement Google, j'imagine. Mais Ouais. ça, est-ce que tu arrives à l'automatiser actuellement ou est-ce que c'est. Et d'ailleurs, hein, le message, c'est pas dis oui à tout, hein, dis que tu automatises tout juste pour le webinar, mais Ouais. cette partie-là en fait, de prise de connaissance du business, est-ce que tu l'automatises déjà ça ou est-ce que c'est vraiment à la main, question-réponse Non, en fait, il y a des. En fait, dans l'idée, je pense qu'on arrive au moment où, grâce à l'IA, tu vas avoir l'impression que tu peux tout automatiser. Et tu vois, on voit maintenant des agents IA qui se vendent comme étant, qui remplacent des consultants, tu vois. Donc, dans l'idée, Ouais, c'est déjà possible. La question, c'est est-ce que tu as envie ou pas? Est-ce que ça va faire du meilleur travail que ton consultant? Et là, ma réponse, moi, elle est non. Et je dis pas que ça n'arrivera pas. Peut-être un changement de paradigme qui va arriver, mais je pense, moi, mon intuition, ma conviction, c'est qu'on a encore un petit peu de temps et que c'est là où il faut absolument faire le choix de ne pas automatiser. Donc, nous, c'est un peu notre catchphrase chez Google, c'est tous automatisé. Chez Bloom, chez chez Google, Google. il bosse chez Google News, il vient de se Ça y faire est, je racheter. me vois déjà Il vient de te faire loin. racheter. Ouais, c'est ça, je chute. C'est tout s'automatise sauf l'expertise. Et donc, il faut passer vraiment du temps au début à comprendre. Si le client n'a pas une compréhension fine de ses personas, de son objectif de vente, de ce qu'il veut, ça ne sert à rien en effet de passer à la suite. Par contre, si il sait déjà quels sont ses personas, leur âge, leur objectif de vente, s'il a une idée assez fine et que la data est là, les données sont là dans des fichiers Excel, des PDF, etc. Là, on est en mesure en effet d'automatiser toute la partie qui avant était rébarbative et problématique, de transformer ça en une liste de mots-clés. Ouais. Et ça, on le fait en un clic. Et c'est important de préciser que, je le redis, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais à cette étape-là, on n'a pas encore utilisé l'IA. Ouais. Parce que l'IA, en fait, n'est pas bonne. L'IA, on va en parler, je pense, pas mal durant ce webinaire. Elle est très bonne pour plein de choses. Elle est très créative. Elle est très bonne pour, à l'échelle, permettre de faire des résumés. Et donc, à l'étape de brief, on va en parler. Je pense elle est essentielle. Mais si tu demandes à une IA quels sont mes mots-clés sur telle thématique, il va te répondre, hein, mais ce sera de la merde. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut insister là-dessus.
c'est absolument une étape il faut absolument pas se faire aider de l'IA là-dessus, parce que l'IA, en fait, n'a pas la data. C'est-à-dire Ouais. qu'elle ne sait pas ce que tu as vendu, elle ne sait pas vraiment qui tu es, parce qu'elle va peut-être regarder ton site, quoique parfois il y a même pas de scrap, donc l'IA ne va même pas regarder ton site. Donc lui demander ça, et tu auras l'impression que c'est bien, mais en fait, tu vas du coup faire reposer ta stratégie sur une data qui est mauvaise. Donc cette étape-là, ça doit être, même s'il y a une partie qui est automatisée, ça doit être uniquement sur de la data propriétaire ou des outils solides, sérieux. Donc, data propriétaire, c'est Search Console, Analytics, vos ventes, etc. Et tout ce qui est volumétrie, position, ça doit être SEMrush, Ahref, voilà, SEO Observer, des outils qui font du reverse engineering et qui vont chercher la data ou qui sont connectés aux API directement de Google. Donc, que de la data propre. Ok. Et ensuite, tu fais des listes de mots-clés et c'est seulement après, on va en reparler, qu'il faut utiliser l'IA pour automatiser ça, quoi. D'accord, très clair. Donc en fait, ouais, on a compris, tu discutes avec tes clients, tu essaies d'avoir le maximum d'informations de leur business, tu utilises de la data propriétaire, leur Search Console, ou tu utilises des outils tiers, et tu automatises Mm. ça. Justement, l'agrégation de toutes ces données-là est automatisée en fait, avec Ouais, des appels à des API, avec du code ouais, custom, pour justement ouais, agréger toutes ces données, avoir une longue liste de mots-clés. Et ensuite, cette ouais. longue liste de mots-clés va se transformer en différents sujets d'articles à traiter dans enfin, pour entrer dans leur Ouais. stratégie de contenu. Une question qui me tient à cœur, est-ce que tu groupes, clusterises ces mots-clés? Est-ce que à Ouais. cette étape-là, est-ce que tu groupes déjà tes mots-clés? Oui, alors en fait, en vrai, c'est en 2 étapes chez nous et après il y a des outils qui le font très bien, et je sais que Srow fait beaucoup ça aussi sur du scrap à l'échelle de SERP. La première étape, c'est du coup partir de la data et des données propriétaires pour faire des mots-clés, une dizaine de milliers de mots-clés. Donc là, c'est un peu en pagaille, c'est normal. Et là, on va faire du retraitement. On va avoir quand même un retraitement manuel pour s'assurer que, voilà, il y a des segments que le mec ne vend pas, mais qui seraient arrivés parce que ça vient d'un concurrent, par exemple, et que Ouais. en fait, le client ne le vend pas. On va l'enlever. Et deuxième étape, reverse engineering de Google. Donc, scrapping à l'échelle de toutes les SERPs de tous ces mots-clés-là pour essayer de les clusteriser, le fameux keyword overlap ou SERP similarity, voilà, on l'appelle comme on veut. En gros, c'est encore de la data ici, c'est pas de l'IA. C'est uniquement, c'est à partir du principe que finalement le SEO, c'est quoi? C'est que Google a raison parce que je veux me positionner chez Google. Donc, si Google pense que telle intention de recherche doivent avoir la même SERP, c'est qu'a priori, c'est la même intention de recherche ou que c'est juste une variante très proche. Donc, ça veut dire qu'entre agence SEO, agence de SEO et meilleure agence SEO, par exemple, je dis n'importe quoi, Mhm. c'est 3 mots-clés différents avec des volumes différents, mais a priori, d'après Google, c'est la même intention de recherche. Et donc, c'est une seule ligne sur ton fichier avec 3 mots-clés secondaires, quoi, si je schématise. Et ça, cette étape, nous, on le fait à l'échelle. Chez Woodbloom, on a développé nos propres trucs, mais je sais que c'est exactement ce que tu fais toi aussi quand tu fais des briefs sur ce quoi. Ouais, juste pour parler aussi rapidement de Sroo et pas que Sroo, mais moi en tant que SaaS, je crée aussi du contenu, bien sûr, peut-être à moins grande échelle que vous, Webloom, avec tous vos clients. Euh, mais j'applique aussi du clustering. Donc, moi, je récupère mes données propriétaires viennent de la Search Console. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de faire des segments dans la Search Console spécifiques sur une thématique ou sur souvent, ma thématique, c'est une fonctionnalité. Si j'ai une fonctionnalité de content brief, donc j'essaie de trouver tous les mots-clés qui sont liés à cette thématique-là en faisant des regex un peu affinés. Ensuite, donc, j'extrais cette liste de mots-clés de la Search Console et je vais utiliser Sroo. Et Sroo, justement, fait du clustering aussi. Donc, comme elle a dit François, le clustering, ça permet justement d'automatiser. Il n'y a pas d'IA dans le clustering, c'est juste des données de la SERP, mais c'est comparer un ensemble de mots-clés, un avec les autres. Et quand deux mots-clés affichent la même SERP, on les groupe ensemble. Le but, c'est de partir d'une liste de 1000 mots-clés. On va retrouver avec peut-être juste 100 groupes. Et ces groupes-là, ça sera des groupes d'articles potentiels. Donc, c'est aussi ça que j'utilise avec Sroo et dans ma strat de contenu. Donc, je recommande aux gens, d'ailleurs, les gens dans le chat, ça serait intéressant de savoir si pour vous aussi c'est une étape clé, le clustering, ou si vous allez le faire à la main, ce clustering, on va dire, ou si en fait, non, c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout. Vous vous basez sur les mots-clés et on verra pour la suite. C'est compliqué de le faire à la main parce que, enfin, en tout cas, nous, notre conviction, c'est que, en fait, nous, on est full data. C'est-à-dire,
ça se fait un peu robot dire ça, mais les intuitions, elles sont bonnes pour comprendre les personnages dans la tête, mais une fois qu'ensuite tu es dans les mots-clés, etc., il faut avoir zéro intuition. Ouais. Il faut se baser uniquement sur la data parce que sinon, tu as tellement de biais, en fait. Tu vas penser que tel mot-clé et tel autre mot-clé dans ta tête, c'est évident que c'est 2 pages. Et en fait, Google, il affiche les mêmes. Et du coup, l'objectif, après, on peut avoir d'autres objectifs, mais là, on va dire que dans 95% des cas, c'est se positionner sur Google. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement regarder ce que Google en pense. Et je répète, il y en a qui le font, je le vois tous les jours, je vois des posts LinkedIn dessus. Envoyer une liste de mots-clés dans ChatGPT et lui demander de clusteriser, pire erreur du monde. Mais tout le monde le fait. Et Arrête, j'ai peut-être déjà vu tu me j'ai fais vu des mal. historiques, même chez moi, de gens qui le faisaient, tu vois. Donc, Là, tu me fais mal. j'ai fait Arrête. non. Tu me fais mal. Bah oui, mais il va te faire un truc, il va te le faire. C'est ça le problème de Cydia, c'est qu'il va pas te dire je ne fais pas, va voir ailleurs, je suis nul. Il va le faire et tu auras l'impression que c'est quali, mais en fait, ça n'aura pas de sens d'un point de vue Ouais. SEO, c'est-à-dire ce que Google fait. Et d'ailleurs, c'est assez logique. C'est-à-dire que Google, c'est 20 ans en fait, de machine learning pour avoir l'index le plus fin possible, c'est ce qui a fait leur réussite, c'est plus pertinent que les autres. Donc, c'est normal que ton chat GPT à 20 balles par mois, qui fait en plus en 3 secondes, alors que lui, voilà, ça prend du temps, hein, son indexing. C'est normal que ce qu'il va te faire ne soit pas à la hauteur et surtout ne corresponde pas à ce dont tu as besoin, quoi. Je vais Donc, vous ne donner, faites absolument jamais ça. je vais vous donner un super exemple. Parce que moi, c'est vraiment ce que tu viens de dire, ça me touche. Là, j'ai vraiment le cœur qui bat. Là, ça me touche la partie clustering. Je vais vous faire une petite masterclass. Peut-être pas que je le dise comme ça, mais voilà. C'est quoi le clustering? C'est quoi le regroupement de mots-clés? Il y a plusieurs façons de regrouper des mots-clés. ChatGPT, ça peut fonctionner. Ça va regrouper des mots-clés. Mais ça va utiliser quoi? Ça va utiliser la sémantique. C'est-à-dire que quand 2 mots sont semblables, ils vont être mis dans le même groupe. Voilà. C'est une manière de regrouper les choses. Mais pour le SEO, la meilleure manière de regrouper des mots-clés, c'est en fonction de la similarité des SERP. Pourquoi? Parce que 2 mots-clés qui ne sont pas sémantiquement proches peuvent être dans un même groupe. Et je vais vous donner un exemple si ce n'est pas clair ce que je raconte. On va prendre le terme topic cluster, qui vient de l'anglais, qui est de l'anglais, qui veut dire groupement de mots-clés. Et on va dire, et faire peut-être comment dire en français, un cluster thématique, un groupe thématique de mots-clés. J'allais dire autre chose, j'allais dire un cocon. Coco sémantique, voilà. En fait, mais voilà, mais encore un troisième exemple. Ces 3 mots-clés là, ils sont sémantiquement pas du tout liés, mais peut-être qu'ils affichent la même SERP. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra juste faire un article sur le mot groupement thématique qui va englober cocon sémantique et topic cluster. C'est un peu ça l'idée. Donc, je pense que ça permet de monter. Enfin, là, on automatise beaucoup en faisant cette partie clustering et on gagne du temps parce qu'on ne va pas commencer à aller se perdre dans des sujets qui seront redondants et justement créer de la cannibalisation. Donc, je pense qu'on est d'accord. Et ça te donne des idées de mots-clés secondaires ou de pages filles. Nous, parfois, on a des audits comme ça de je sais pas, dizaines, de milliers de mots, où on a sur certaines lignes 20, 30, 40 mots-clés regroupés ensemble. Clair. Donc, imagine si j'avais fait 40 contenus, l'enfer. Et c'est pas très compliqué. Donc, moi, l'année dernière, au SEO Camp, j'avais offert un script qui doit toujours être là, qui part sur un Google Colab. Qui fait en fait du scrap Google et puis qui fait de la score de similarité. Il y a des sites qui le font aussi comme ça gratuitement pour 1 ou 2 mots-clés. Voilà. Et puis après, sinon, il y a des outils comme le tien qui le font à l'échelle ou des agences comme la mienne qui le font. C'est des étapes à ne vraiment pas négliger parce que vous pourrez avoir les meilleurs briefs du monde. Si au départ, vous n'avez pas une bonne liste de mots-clés bien clusterisés ou décannibalisés, ça suffira pas, vous aurez un super contenu, mais Google aura quand même du mal à comprendre en fait votre site. Ouais, clairement. Et donc, passons à l'étape suivante. Donc, on a compris, et là, on est aligné, François. Donc, ouais, avoir ces listes de mots-clés, utiliser les data, automatiser la partie regroupement de mots-clés en se basant sur les données de la SERP. L'étape d'après, logiquement, c'est justement de créer des briefs. Un brief, c'est un élément clé, je pense, de la création de contenu qui permet aussi d'aligner les équipes sur les objectifs de la création de l'article et aussi aligner le rédacteur avec qu'est-ce qu'il doit écrire. Donc, toi, comment tu abordes cette étape? Est-ce que d'ailleurs, question con, est-ce que vous faites des briefs chez Webloom ou est-ce que vous allez directement dans l'écriture?
On fait directement extérieur. Non, non, évidemment que non. Non, mais je pose la question parce que je sais qu'il y a des gens qui font pas de brief, tu vois. Alors moi, ça me Ouais. choque, mais il y en a qui font pas de brief. Oui, écrit sur tel Enfin, ils font des briefs mot-clé, un par peu exemple, vite fait, tu vois. directement. Ouais. C'est Mm. c'est quoi un brief pour toi, en fait? Pour moi, un brief, c'est essentiel, et d'ailleurs que ce soit pour une IA ou pour un humain, peut-être même encore plus pour un humain, c'est vraiment comme si tu étais à l'école et que tu avais un devoir à faire et on t'explique ce que tu dois faire. Voilà. C'est vraiment la guideline, c'est la structure, c'est le livre de chevet du rédacteur qui, pour une IA, c'est encore plus vrai pour une IA, doit être très, très, très clair et très structuré, voire très contraignant. Et pour un humain, de toute façon, doit être aussi développé. Nous, on fait les mêmes briefs de toute façon, que ce soit pour des humains ou pour des IA aujourd'hui. Donc oui, on fait des briefs. D'ailleurs, Nous, juste chez avant, nous, vas-y, dis-moi. Bien sûr. tu mets quoi dans tes briefs? Et c'est quoi aussi c'est quoi Ouais, donc un brief, on a compris, c'est un élément clé. Et c'est ouais. quoi les éléments que tu mets dans tes briefs? La structure des H1, H2, H3, j'imagine, mais quoi d'autre? Ouais, en fait, on a 2 étapes de brief, et les 2 nourrissent soit nos briefs humains, soit nos algos de production de contenu, chez nous. La première étape, c'est le brief marque. En fait, c'est, qui s'applique à tous les contenus qu'on va produire pour cette marque. C'est, parfois d'ailleurs les marques en ont enfin souvent les grosses marques en ont déjà, hein, c'est ce qu'ils appellent plateforme de marque et cetera. Donc on va, se nourrir de ça, on va, simplifier tout ça. L'IA, c'est à l'étape du brief, l'IA est, c'est étape reine pour l'IA parce que c'est son rôle. Les IA sont très bonnes pour, comme je disais tout à l'heure, résumer, amalgamer, et cetera. Donc là, à cette étape-là, ce n'était pas le cas à l'étape d'avant, pas trop, mais à cette étape-là, on va beaucoup utiliser l'IA pour simplifier la plateforme de marque du client et en faire quelque chose d'intelligible et puis qui rentre dans, par exemple, si on le fait une IA, qui rentre dans un prompt, et cetera. Ça, c'est la première étape, et ce prompt, c'est ce brief marque, on l'utilise du coup après dans tous les contenus qu'on va faire. Hyper important pour pas, par exemple, le ton à utiliser. Est-ce qu'il tutoie ou est-ce qu'il vous voit? Quel est l'objectif? Voilà, e-commerce, et cetera, les types de contenus. Donc ça, c'est hyper important, et donc celui-là, il est embarqué après dans tous les autres briefs. Et ensuite, on fait du coup pour chaque ligne que je disais tout à l'heure, je sais pas, on a 10 000 clusters, et ben pour chacun, on va faire un brief de contenu, et donc basé sur la data qu'on a vue avant, donc la data de la SERP. Et là, ce qu'on va regarder et comment on construit nos briefs, on va regarder essentiellement 2 choses, enfin 3 choses. 1re chose, c'est la structure, en effet. Donc quelle serait la structure de contenu la plus logique, parce que la plupart des concurrents, ou en tout cas quand tu les amalgames entre eux, utilisent cette structure-là. Donc titre, métadescription, H1, H2, H3, et cetera. Et des recommandations de titres. Pour le coup, le brief chez nous a déjà la structure. C'est-à-dire qu'on laisse assez peu la main au rédacteur, qu'il soit IA ou humain. Après, il peut varier un peu, mais il a déjà normalement les titres de la structure prévue. Et ça, c'est le premier. Deuxième chose, les patterns, les trucs, les axes vraiment que les concurrents ont en commun. Par exemple, ils font tous un testimonials. Ils ont tous une hero image. Ils ont tous, c'est tous un article de blog. Bah, c'est important aussi, le type de contenu. Ou en tout cas, à 90%, il faut un article de blog. Ça, c'est les patterns. Et les gaps, donc l'inverse. C'est qu'est-ce que les concurrents n'ont pas, ou il n'y en a qu'un qui le fait, par exemple, sur les 10, mais qui est hyper intéressant et que du coup, qui serait très différenciant si le client le faisait, parce que Google ne le voit pas assez, mais ça lui plaît. Voilà. Donc, c'est un peu les 3 trucs. Et ça, un humain, du coup, ensuite, on va reparler après sur l'importance de l'humain et de la team. L'humain, ensuite, avec ses connaissances, etc., normalement, il fait quelque chose de quali. Et l'IA, avec le brief mark, plus ces 3 éléments-là, normalement, on s'assure d'avoir un contenu de qualité. Attends, on t'entend plus, Samuel, tu as mis un mute. Ah, pardon. C'est bon. Parce qu'en fait, j'ai une sirène là je pense qu'il y a la guerre chez moi, ou je sais pas ce qui se passe. Ou c'est le premier mercredi du mois, ils font sonner les sirènes pour voir si ça fonctionne. Ah oui, c'est ça. Non, mais ça me parle vraiment là, surtout la partie
Enfin, j'ai envie de savoir un peu plus, on va un peu aller creuser ce que toi, Ouais, tu automatises vraiment. Est-ce que surtout ouais, ce que l'IA fait dans le brief? Donc, OK, ouais, la partie pattern commun, tout ça, la partie H1, H1, H2, H3, la structure, ça, ouais. je suppose que c'est automatisé avec de l'IA. C'est ce que vous allez scraper les SERP et vous allez extraire des données? En fait, c'est une très bonne question parce qu'il y a des choses que l'IA fait très bien et d'autres pas bien et typiquement, alors ça dépend des modèles et vraiment le choix du modèle est hyper important, mais de manière générale, quel que soit le modèle, je trouve que l'IA est pas très performante pour aller, vraiment détecter des choses et tu as un peu des hallucinations ou des oublis. Par exemple, ah, on avait testé comme ça de se reposer uniquement sur un modèle, LLM pour aller chercher, le H1, le titre, le H2 et cetera et ensuite l'analyser et en fait, on s'est rendu compte que, bah, parfois, il se plantait. Parfois, il trouvait pas le H1. Parfois, il disait n'importe quoi. Genre, il inventait un H1. Donc en fait, il y a des et puis en plus, si ça te coûte de l'argent en token, en coût, API, alors qu'en fait, c'est là où, encore une fois, tout n'est pas IA dans l'automatisation. Du dev, Python, ouais, il y a plein de librairies, de détection de mots, et qui coûtent du coup rien, qui sont, tous quasiment tous open source, d'aller vraiment extraire en fait, avec du dev ou des outils, le titre, le H1, les et cetera, la structure, bah, là, tu es à 100 ou 99 quoi et ensuite, par contre, là où l'IA, là, on utilise l'IA, là où l'IA est forte, c'est pour l'analyse. Donc les patterns, oui, hyper intéressant. Les gaps, hyper intéressant. Et même, tu peux lui demander qu'est-ce qui n'est pas là, mais qui devrait être, versus ce que le concurrent, ce que le client fait. Là-dessus, l'IA est très forte. Mais je déconseille d'utiliser l'IA pour pour des tâches type extraction, type mathématiques, parce que même il se trompe sur des maths parfois. Mmh. Et en plus, il y a des outils moins chers, voire gratuits, qui le font mieux. Mmh. Voilà. Peut-être que dans 3 ans, on regardera ce webinaire et j'aurai tort parce que les Ouais, tu vas modèles te faire bannir s'améliorent. de la communauté. Mais non, mais les modèles, tu vois, il y a 3 ans, j'aurais même pas dit d'utiliser l'IA du tout parce que c'était nul, tu vois, même Ah bien sûr, ça sur évolue, ouais. de la thématisation, et cetera. C'était n'importe quoi. Maintenant, c'est quali. Mais en tout cas, pour comme ça, si vous automatisez les choses, faites un script qui va aller chercher l'info avec vraiment du pur Python ou des SAS, comme le tien, pour avoir. Là, vous serez sûr que vous avez une data fidèle, propre, et utilisez cette data-là, et après, envoyez-le dans une IA pour analyse. Une IA est très bonne pour analyser, résumer, mais pas pour aller chercher l'info. Et ce qui est en train de changer en ce moment, c'est que de plus en plus de SaaS et de techno, en fait, sont en train d'immiscer les tools au sein de l'IA. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, c'est le fameux agentique et agent IA. C'est qu'aujourd'hui, bah, nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Woodbloom. On a un chatbot. Quand tu lui demandes, fais ça, en fait, ce que tu vois pas, c'est que derrière, il va aller appeler SERP API, il va aller appeler peut-être Through, et ensuite, il va lancer un call LLM. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le futur. Et donc, les gens ne se rendront pas compte, mais il y aura toute une séquence en fait qui se fait en back. En tout cas, vous, avec votre ChatGPT actuel, vous n'avez pas ces données-là. Vous n'avez pas les données SERP, Through, WeBloom, etc. Donc, il faut absolument éviter d'utiliser l'IA pour des tâches d'extraction, de comparaison. Mmh. Prenez une data propre et ensuite, par contre, là, vous lui demandez quels sont les gaps, quels sont les patterns, etc. Et donc, ça, évidemment, c'est là où vous pouvez avoir des résultats bluffants. Ce qu'on Mmh. lui demande aussi, c'est la dernière étape, bon, c'est pas une étape vitale, mais c'est plus du custom, c'est d'éviter certaines tournures de phrases. Voilà. Bon, ça, c'est uniquement quand on s'adresse à l'IA, hein, quand c'est l'humain, il n'y a pas Mmh. besoin. Quoique, mais voilà, éviter dans un monde où éviter les footprints classiques que certains modèles ont, ça c'est important et de ne pas hésiter à être très contraignant et à être très précis. Il y a un point que tu as dit, c'est intéressant, enfin, c'est important, je pense, tu as dit ChatGPT en fait quand tu parlais d'IA. Et moi, je pense que c'est un truc aussi que j'ai vu beaucoup sur LinkedIn, hein, c'est les gens qui font des briefs avec ChatGPT, qui n'a pas les données Ouais, de la il y en a SERP, qui beaucoup. n'a aucune Mm, donnée. En fait, voilà, il va te mm. régurgiter un truc statistiquement qui part, enfin, il va prendre ces données dans son corpus de connaissances et il va te sortir, il va te dégueuler en fait une structure qui paraît propre, mais qui n'est encore pas alignée avec la SERP.
Et justement, là, je voudrais rebondir un peu sur Sroo fait justement des briefs et je vais vous partager dans le chat un de mes derniers briefs pour voir la structure aussi de comment c'est structuré un brief avec Sroo. Moi, je fais un mix des deux. Et Sroo fait un mix des deux. En fait, va scraper les données de la SERP, donc extraire des concurrents, les H1, les H2, les H3, va extraire les mots-clés les plus fréquemment utilisés, va extraire les liens, va extraire des patterns. C'est vrai que ce n'est pas vraiment fait avec de l'IA, c'est fait justement avec du code, on va dire, ouais, c'est ça. automatique. Mais ensuite, je mets une couche quand même dessus où pour faire ma structure, je peux demander à l'IA, écoute, voici les données de la SERP, base-toi sur ça pour me pondre une structure de H1, H2, H3 cohérente. Mais après, le truc, c'est que, et là, on va en venir, c'est que jamais je vais juste générer une structure de H1, H2, H3 et me dire, c'est bon, c'est parfait, on part et on écrit l'article. Il faudra toujours mettre notre côté humain et il faudra toujours dire, bah voilà, analyser ce que l'IA a pondu, enlever les trucs qu'on ne veut pas et mettre cet angle nouveau. Et là, j'ai une question pour toi, François. C'est moi encore pour l'instant, bien que Sroo fait aussi de l'analyse des concurrents et propose des gaps de contenu. Et d'ailleurs, le gap de contenu est pour moi un élément clé du SEO en 2025 ou un élément clé du SEO, du contenu SEO en 2025. Il faut venir avec de la nouveauté. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé vraiment les IA performantes à ce niveau-là. Est-ce que toi, tu trouves que l'IA est vraiment performante pour trouver des gaps de contenu? C'est des tests qu'on fait en permanence. Nous, on est agnostique. Donc, en fait, notre techno, tu vois, on a un curseur et on choisit ce qu'on veut comme chat. Donc, tu vois, dès qu'on est un peu sur le qui-vive et dès qu'on a une update, hop, on met le modèle, on change le modèle le plus récent. Donc là, en ce moment, on utilise GPT 4.1, on utilise Claude 4.0 et Mistral Large. Et on fait des tests, en fait. C'est clairement hyper. En fait, tu vas lui demander des choses et il va te dire oui, personne ne parle de ça. Et après, quand tu vas aller checker le site, tu te dis, mais putain, il parle de ça, le truc. En fait. Donc, et pourtant, tu lui as dit, voilà, je veux vraiment que les gaps, etc. Donc là, on en vient du coup au modèle et au prompt. On n'a pas encore parlé trop de ça, mais évidemment, si on fait du brief IA, bah, il y a beaucoup de prompt engineering. Hein, c'est un métier maintenant, il paraît. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent, nous, c'est d'essayer de demander à l'IA, donc ça peut être ChatGPT par exemple, voilà ce que je veux faire, voilà mon brief, en tout cas, voilà ce que j'attends comme output de brief. Rédige-moi le prompt idéal pour toi-même, qui me permettra d'atteindre le résultat que je veux. Et là, ça marche plutôt pas mal, parce qu'il y a des petits footprints, en fait, tu vois, avec des astérisques, avec des trucs pour mettre en majuscule. Faut que j'arrête avec tes emojis. Et en fait, j'ai eu des résultats beaucoup plus probants depuis que je fais ça. Donc, en insistant, en étant très contraignant, par exemple, je lui dis je ne veux que des thématiques absolument absentes de la plupart des concurrents. Enfin, c'est vraiment en mettant comme ça des adverbes, des mots très forts et en utilisant des astérisques, des trucs utilisés par chaque. Donc, ça, c'est vraiment chaque IA est propre. Hein. Il y a un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Qui a leaké, c'est le prompt système de Claude, où tu voyais en fait, quand toi tu vas sur Claude, tu tapes une requête, en fait ça embarque ta requête plus tout le prompt système en fait. Et c'était intéressant à décortiquer parce que tu voyais un peu ce que les ingénieurs de Claude demandent à l'IA de faire, de ne pas faire, comme s'ils étaient en train de dompter eux-mêmes, tu vois, un animal bizarre, alors que c'est eux qui l'ont fait, c'est bizarre. Et il y a des choses intéressantes comme ça. Donc ça, c'est clair que en plus de tout ce que j'ai dit, donc c'est-à-dire la data client, la data de la SERP, et la structure, etc., de s'assurer que vous avez un prompt hyper clair pour le modèle que vous utilisez et d'avoir le meilleur modèle possible. Après, il y a toujours surtout si vous êtes sur l'automatisation et que vous faites des centaines de briefs en automatique, va se poser la question du rapport vraiment rapport qualité-prix. Parce que évidemment, aujourd'hui, le 4.5, par exemple, de GPT va être beaucoup plus performant pour faire des gaps de contenu et pour faire des briefs. Mais l'API GPT 4.5, c'est hyper cher. C'est-à-dire, ça va vous coûter peut-être même plusieurs euros le brief, ce qui est 100 fois, voire 1000 fois ce que coûte GPT 4.1 ou des modèles mini. Et ça va être en effet plus performant.
Mais tu vois, je pense à un SaaS comme le tien, j'imagine que tu peux pas te permettre de faire facturer 4 € le brief, c'est impossible. Non, c'est Et clair. je pense même pour la plupart des clients, quels qu'ils soient, psychologiquement ou même rationnellement, ils ne mettront pas ce prix-là. Donc voilà, là où faites des tests, et encore une fois, il y a des choses que l'IA ne fait pas bien, c'est-à-dire aller chercher l'info, faire des pures maths et parfois des hallucinations et choses comme ça. Donc tous ces éléments-là, identifiez-les, et ça doit rester humain. Voilà. Et tout le reste, vous pouvez automatiser, quoi. Et juste pour rebondir sur la partie brief, et on va passer ensuite à la suite, c'est là, on a parlé beaucoup d'IA, d'automatisation, mais aussi mettre en place des bonnes pratiques, avoir des templates de brief. Voilà, toi tu l'as dit, vous avez Ouais. votre template de marque que vous réutilisez dans chaque brief qui est, vous avez un template initial, ensuite chaque brief rappelle Mmh. celui-là. Avec Scrum aussi, justement, vous pouvez créer des modèles de templates, de briefs. Donc, quand vous créez des briefs pour vos clients, répétez, enfin, c'est assez basique, on va dire, ce que je raconte, mais ça permet justement de scaler la production de contenu et de garantir une qualité. Avoir sur des templates répétables, créer des prompts qui sont réutilisables, et tout ça va vous permettre justement d'automatiser, enfin, pas d'automatiser, mais de monter à l'échelle votre production de contenu. Donc, ça, c'est Ouais. quelque chose, un point important. Et une fois que le brief est créé, moi, je peux te dire mon côté ce que je fais. Et ensuite, tu me diras toi ce que tu fais. Moi, pour l'instant, mon brief, en fait, comme ceux qui l'ont vu dans le chat, il est ultra complet. Il contient des guidelines pour le rédacteur, donc comment le ton est employé. Il contient des exemples. Il contient le titre, la description. Il contient la structure des H1, H2, H3. Moi, je mets beaucoup de notes aussi, dans la structure des H1, H2, H3. Je dis au rédacteur comment écrire ce bloc-là, etc. Il contient les mots à utiliser, il contient des questions à utiliser, il contient aussi les concurrents pour analyser la concurrence. Donc, en fait, je donne ce document à mon rédacteur et je dis, je suis un rédacteur. Moi, j'utilise encore un rédacteur. Je ne suis pas passé à la rédaction IA. Voilà, donc toi, comment tu vois la rédaction de contenu, la création de contenu, comment tu la scales quand tu dois créer 100 articles par mois, par exemple, pour un client? Ouais, alors évidemment, on a encore aussi des rédacteurs humains quand même. On a de manière, je crois assez, rare maintenant le cas d'un process, entièrement humain. Donc on a quand même, maintenant, dans tous nos process, même quand c'est un humain qui le rédige, on va avoir une étape à un moment donné, automatisée, donc soit le brief, soit même un proto, contenu ensuite à reprendre. Hem Nous, en fait, avant, on était, on voyait le SEO comme, de l'optimisation. Donc on était sur, et on faisait ça avec la plupart de nos clients, c'est, rédige-moi un contenu, ou alors nous, on rédige un contenu fait par je sais pas, un expert B2B, par exemple. Fais-toi plaisir, et après moi, je viendrai, mettre ma sauce SEO. Tu vois, c'était vraiment ça avant le SEO. Ouais, C'était l'inverse, ouais. genre, C'est l'inverse, ouais. je viens, saupoudrer, ah bah, le titre là, je vais rajouter tel mot-clé, là, je vais rajouter un paragraphe, et cetera. Et après, ça repartait chez le client qui, validait ou invalidait. Parfois, du coup, il virait tout ce que tu avais fait, et puis bon, voilà, tu revenais 1 an plus tard et puis tu recommençais. Et là, en fait, j'ai l'impression que nous, on fait exactement l'inverse. C'est que maintenant, on fait d'abord un contenu full, optimisé SEO, par IA du coup, la plupart du temps, suite au brief que j'ai indiqué, Ouais. et ensuite, on le fait, reprendre par un expert. Heu Ce qui va soit casser beaucoup de choses, soit parfois, bah, c'est très propre, et en fait, il y a pas beaucoup de choses à changer. Et ça dépend aussi du degré, clairement, d'attente. Par exemple, on fait du programmatique, on fait, du local, et on a un réseau de franchisés, on a des clients qui font ça, et ils ont, je sais pas, 500, franchises partout en France, et ils veulent un petit texte, qui explique brièvement où c'est, ce que les voilà, en quoi la ville c'est intéressant, et cetera. Ça, je sais que j'aurais pas du tout, enfin, ils vont accepter très vite, il y aura très peu de relecture et ça va être mis en prod. En revanche, des articles de blog, B2B, voilà, lead nurturing, et cetera, de 2 000 mots, ça, il va y avoir un traitement humain très fort, et ça, je pense qu'on a encore du temps avant que ce paradigme, change. Mais tu vois, avant, on aurait produit le contenu par l'humain et ensuite on l'aurait optimisé Ouais, ouais. avec, Your Text Guru, avec, et cetera. Alors que maintenant, nous, on va produire du coup un contenu qui est très optimisé, c'est-à-dire on part de la SERP, on part de la data, cliente, et ensuite, une fois qu'il est produit, on l'envoie à un humain,
soit chez nous, soit des prestats externes, ou le client, évidemment, quand c'est chez lui, qui va ensuite se réapproprier le contenu, le retravailler et le mettre en prod. Ça, c'est un peu pour le big picture. Et après, dans le détail, chez nous, en fait, on a créé un chatbot. Donc, en fait, l'étape de brief marque que je décrivais tout à l'heure, elle est incluse parce qu'à chaque fois que que tu vas sur ce chatbot et que tu sélectionnes tel client, si tu veux, il a la mémoire en fait de tout ce qu'on s'est dit, du kick-off, des audits, du dernier call client. Mhm. On pourra en reparler d'ailleurs d'automatisation de ça. Et du coup, il sait déjà qu'il faut tutoyer, vous voyez, il sait déjà que le client vend des chaussettes, etc. Donc cette étape-là, on ne la remet pas à chaque fois dans chaque brief. Mais si on n'a pas un outil comme ça, il faut absolument l'indiquer. Et ensuite, le brief qu'on a évoqué tout à l'heure, et puis les prompts, etc. Et, euh, et ça marche, ce système un petit peu je sais c'est plus un consultant augmenté ou un rédacteur augmenté, c'est l'IA en fait qu'on augmente par l'humain, tu vois. C'est un peu, on a renversé un peu la table et ça plaît. Bizarrement, en fait, ça plaît plus aux clients que l'inverse. Ça va plus vite et en fait, dans certains cas de figure, tu n'as même pas besoin de reprise humaine. Mais je pense, là, enfin, on est aligné là-dessus. On l'avait déjà aussi dit dans d'autres webinars et vidéos. C'est clair, Ouais. En 2025 et dans les prochaines années, ça sera l'IA augmentée par l'humain. Et comme tu viens de le dire, tu accélères la création de briefs avec l'IA et l'automatisation et l'analyse des données. Tu ensuite crées un premier brouillon qui va utiliser les données de ton client que tu vas sortir encore une fois de ton LLM ou de ta base connaissance, mais le LLM va te régurgiter toutes ces données-là, te faire un premier brouillon que tu vas donner justement à un expert et qui lui va peaufiner l'article en rajoutant peut-être encore des choses un peu plus proches du business et finalement tu as un article finalisé. Donc c'est ça la manière actuellement, je pense, de monter à l'échelle la création de contenu et aussi la montée en qualité. Et là, je Ouais. pense que justement, tu gardes le meilleur des deux mondes où tu as l'accélération. Les 80% sont faits vite par l'IA et les 20% restants sont faits par un rédacteur humain, par un expert qui va qui va faire la différence. Ouais, et en fait, c'est aussi pour ça qu'il faut utiliser des outils de type RAG. Nous, on l'utilise beaucoup, mais on n'est pas les seuls. Dust le fait aussi. Et puis maintenant, même les OpenAI, etc., eux-mêmes commencent à s'y mettre. Même si je ferais pas enfin, pour moi, je préfère aller sur des solutions dédiées à ça plutôt que de faire confiance à un modèle. Parce que si demain Claude devient meilleur, toi, tu t'auras fait toute ta stack sur un truc en particulier. Donc, je préfère des outils tiers qui vont utiliser les meilleurs modèles, quoi qu'il arrive. Donc, comme Dust, comme nous ou comme d'autres. Et en fait, plus tu vas faire des contenus, en fait, plus ça va nourrir ton brief marque, plus le Mais, contenu d'après sera meilleur, mais, etc. Donc, mais, c'est le système de fonctionnement de RAG. Avant, on fine-tunait les modèles. Maintenant, on a arrêté de fine-tuner les modèles et on fait plutôt, on augmente le contexte d'entrée. Donc maintenant, en fait, le modèle va être, le modèle lui-même ne change pas, mais la base de connaissances augmente. Et du coup, nous, on a des clients qui nous ont dit, ouais, mais non, je veux pas, je veux des emojis dans les titres. Hop, on met dans le brief et tous les suivants auront un emoji dans le brief, etc., etc. Donc normalement, plus ça avance, plus on scale, c'est assez exponentiel, moins on a besoin d'humains en fait. ah non, mais ça, c'est super intéressant que tu racontes. C'est en fait, ouais, tu l'as dit, avoir le contexte du client. Mais donc, vous avez mis en place une solution custom qui, Ouais, par client, vous avez une base de données, voilà, une base de ouais, données de toutes les interactions que vous avez eues. Donc, j'imagine, tu disais, quand vous avez des calls, quand vous avez des meetings, vous les enregistrez avec votre outil d'enregistrement. Ça va dans cette ouais, base de données. Quand vous faites des briefs, ça va dans cette base de données. Quand vous ouais. faites un article, ça va dans la base de données. Est-ce que vous indexez le site web aussi? Enfin, explique-nous un peu, je trouve super Ouais, ouais, intéressant. Euh, ça comment, c'est. comment vous gérez la connaissance du client? Bah avant c'était ça, avant on faisait un brief et puis on l'envoyait. Et maintenant, du coup, là, depuis le début d'année, on a créé cette solution-là custom en Python Streamlit, voilà, pour être dans le détail, qui permet de déployer très vite du Python. C'est uniquement dans l'agence, hein. Le but n'est, Ah ouais. pour l'instant, en tout cas, n'est pas d'en faire un SaaS, parce que c'est un autre métier que tu connais très bien. Non, on fait pas de ça. Aujourd'hui, on Je fais pas de concurrence, s'il te plaît. nous, on est une agence, voilà. Mais on a des outils en interne, voilà, Ouais. qui nous permettent de faire ça. En fait, on a plein de sources de données. Donc, en effet, tu as cité les calls. Donc, on enregistre les calls avec Phasm, d'ailleurs, qui est un outil très bien, mais on pourrait utiliser Google Meet, ce que vous voulez. Avec un Zapier ou avec une connexion API,
on l'envoie dans un Google Doc. Ça pourrait être dans une base de données d'ailleurs. C'est juste que nous, on aime bien Google Doc. Voilà. Et donc, ça devient un Google Doc. On a aussi, du coup, tous les audits, la liste de mots-clés que j'ai cité juste avant, tout ça qui va dans des Google Docs aussi. Et donc, quand on fait un chat sur notre LLM, donc c'est un peu comme ChatGPT, mais c'est chez nous, quoi, et que tu lui demandes fais-moi un brief pour tel mot-clé, il va non seulement faire toutes les étapes qu'on a décrites tout à l'heure, donc à la SERP, etc., mais en plus, il va aller regarder dans le Drive, il va aller regarder dans les calls, dans les audits, etc. Et donc, plus tu vas faire de contenu, plus il va aussi aller regarder les contenus qu'on a fait avant, plus du coup, il va saisir le ton et le style du client. Et on fait aussi des scraps web mis à jour pour que, par exemple, c'est intéressant de savoir ce que les autres pensent de toi aussi. Donc, en fait, on va aller scraper la marque plus avis, la marque plus presse, etc. Parce que c'est aussi pour savoir vraiment les angles morts, tu vois. Ah C'est ouais. pas que ce que tu veux dire comme marque, mais c'est ce que tu devrais dire aussi, tu vois. Donc, tout ça est scrappé et tout ça va dans le modèle. Alors après, l'enjeu, mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça va aller de mieux en mieux, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est la taille du contexte. Donc, pour expliquer un peu en détail, avant, les tailles de contexte, donc ce que tu peux mettre en input dans un chat était très petit. Donc, en fait, le seul moyen de faire du truc de qualité, c'était de fine-tuner ton modèle, c'est-à-dire d'entraîner ton modèle, faire une sorte de fork du chat GPT-4, mais qui serait WeBloom Ouais, ouais. GPT, et de l'entraîner. Et ça prenait un temps fou et il fallait des bécanes souvent. Donc, tu avais des serveurs, des gens qui font ça encore avec des très bons résultats, hein. Aujourd'hui, les tailles de contexte ont augmenté énormément. Donc, sur un GPT 4.1 mini, par exemple, le contexte, c'est 1 million ou 2 millions, je ne sais plus. Et ça va faire que s'améliorer, ça. Donc, du coup, maintenant, il n'y a plus d'intérêt d'avoir un modèle dédié. Vous mettez un modèle classique. C'est juste qu'en fait, en entrée maintenant, nous, on est en capacité dans un seul. C'est comme si vous faisiez un chat GPT et vous copiez-collez votre kick-off, vos calls, le brief-through et autre chose. Voilà. Et en fait, là, vous avez un résultat quali, tu vois. Et je sais que voilà, avec Through, il y a des API aussi, des choses comme ça. Donc, tout ça, en fait, participe in fine d'avoir le résultat le plus adapté à ce que tu veux, quoi. C'est super intéressant parce qu'en fait aussi, ça montre que l'IA va pas remplacer, je pense, va pas remplacer les agences ou les consultants SEO, mais va permettre justement de faire des choses que vous n'aurez jamais fait. J'imagine qu'aller voir tous les avis des marques, le faire à la main, ça aurait été impossible. Donc, c'est peut-être des Ouais. tâches qui sont pas faites ou qui ont pas été faites dans le passé. Mais maintenant, toutes ces tâches-là qui sont redondantes, qui sont automatisables, on peut justement les faire et on gagne en qualité. Donc, moi, je pense justement l'IA et l'automatisation, quand c'est bien utilisé, quand c'est utilisé intelligemment, comme vous le faites vous chez Webloom, bah, ça permet justement d'avoir des contenus de qualité et à grande échelle. Donc, c'est super Ouais. intéressant ce que tu viens de nous expliquer. Il nous reste 10 minutes. On va essayer d'avancer un peu, Ouais. parce qu'il y a encore pas mal de points, mais on va essayer d'avancer peut-être. On va pas tout voir, mais peut-être la partie backlink. Tu m'avais dit que c'est aussi Ah un ouais. point important pour vous. Est-ce que là aussi, il y a il y a des astuces de ton côté ou est-ce que vous automatisez cette partie-là exactement? Ouais. C'est hyper intéressant et puis ça reste du contenu, en fait, hein, tout ça. Donc, c'est le même sujet. Euh, Donc déjà, disclaimer avant de commencer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça sert à rien de faire des backlinks. Les backlinks, ça reste encore aujourd'hui un des critères les plus importants. Peut-être même encore plus aujourd'hui avec les LLM qui analysent de manière assez sommaire par rapport à Google les sources de données, les comparateurs, etc. pour répondre à vos chats GPT, etc. Donc ça vient de quelque part, ça vient de sources de données. Donc c'est aussi tout ça, c'est des backlinks. Donc c'est important d'en faire aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est à la fois le truc souvent le plus rébarbatif, le plus cher et le plus time consuming. Donc souvent, ça va ensemble tout ça. Et donc, c'est ce qu'en général, on confie à une agence. Parce que c'est chiant à faire et parce que voilà. Donc, c'est quand même, ça a été historiquement un des rôles les plus importants des agences. Et c'est souvent là où une agence va avoir une force de frappe que d'autres n'ont pas parce qu'ils ont des services dédiés, ils connaissent des éditeurs, ils ont des prix avec des plateformes, etc. Donc, nous, on fait ça depuis très longtemps. Et historiquement, en fait, c'était très manuel. Donc, c'était aller sur Href ou sur SEMrush ou SEO Observer, euh, aller regarder tel mot-clé qui se positionne, ensuite prendre le concurrent et le remettre dans l'outil, sortir ses domaines référents, et ensuite, etc. Aujourd'hui, et c'est pas grâce à l'IA, hein, c'est grâce, là, pour le coup, c'est l'automatisation, pareil, c'est du dev ou des workflows à pierre, ce que vous voulez, tout est possible.
c'est d'aller en fait en one click automatiser toutes ces séquences-là. Donc maintenant, grâce aux API de tous ces outils-là, grâce à du scrapping, on peut faire tout. C'est-à-dire, nous, on va, avec un mot-clé, aller regarder les métriques du client. Donc, est-ce que le client a des backlinks sur cette page? D'aller regarder le top 3 sur ce mot-clé et d'aller regarder la moyenne de domaines référents, la moyenne de TrustFlow, par exemple, de ces concurrents-là. De faire le backlink gap entre les deux. Donc, je suis en mesure de te dire, sur ce mot-clé-là, il va te falloir au moins 3 backlinks pour être top 3. Il va te falloir au moins tant de TrustFlow pour être top 3. Et après, tout ça encore de manière automatique, aller prendre ces concurrents-là, les envoyer par exemple dans SEMrush pour avoir la liste de tous les domaines référents de ces concurrents. Et donc, d'un coup, vous avez une liste de genre 3000 sites qui font des liens vers vos top concurrents. Et puis, le cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser ensuite l'API de Linkfinder, par exemple, qui est à la mode en ce moment. Donc, automatiquement, vous allez savoir si en plus, ces sites-là vendent des liens et à quel prix. Donc, en fait, en one click, tu peux partir d'un mot-clé et avoir ta liste de domaines à aller chercher et leur prix. Et ensuite, bah, tu les contactes. Nous, donc ça, c'est déjà, on a gagné énormément de temps en automatisant ça. Et en fait, la dernière étape, bah, c'est que tu peux leur produire du contenu. Donc, grâce à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tu leur envoies un super article qui colle à leur identité de marque, qui colle voilà, au genre d'article qu'ils produisent, en leur disant voilà, j'ai produit un article pour vous. Est-ce que, avec un lien, évidemment, ça ne sert à rien de le cacher, avec un lien vers mon site, est-ce que ça vous intéresse? Souvent, c'est payant, voilà, ou alors c'est un échange. Donc, vraiment, en 2 clics presque, vous avez fait le sourcing et la production de contenu. Après, là où il y a toujours besoin d'un humain, pour l'instant en tout cas, bah, c'est la négo, c'est les coups de téléphone, c'est avoir le meilleur prix. Parce que automatiser, c'est bien, mais si ça coûte 300 alors que tu peux l'avoir pour 50 ailleurs, c'est quand même dommage. Donc, il y a encore besoin d'humains et tant mieux, mais on a quand même gagné un temps fou dans l'industrialisation de ça, quoi. Ouais, on aura toujours besoin d'humains, je pense, d'ailleurs, au passage, ceux qui mettent sur LinkedIn, j'ai remplacé 15 J'espère. 000 personnes dans une entreprise, avec un workflow mec, je pense que c'est des gros mythos. Ça, c'est la grosse mode, hein. Ouais, mais c'est Ouais. clair. Et en plus, c'est des fours à gaz, c'est des usines à gaz, parce que moi, j'ai essayé juste pour tester. Non, mais c'est n'importe quoi. J'avais essayé un Zapier, pareil, l'arbre, machin, qui marchait pas trop parce que ça buguait. Voilà, le trigger, il fallait. En plus, le trigger, c'était un Slack. Bref, c'était beau à regarder. Mais en fait, ça m'a saoulé et j'ai refait ça en Python. Alors oui, ok, tu vas me dire, il faut savoir coder, mais je veux dire, tu prends un dev sur Python, sur Malte Ouais, non, c'est clair. ou Fiverr, il te l'aurait fait en une journée et il m'a fait un truc 10 fois meilleur et surtout beaucoup plus solide et sûrement moins cher in fine, parce que ça va très vite, c'est les coûts API de tous ces workflows. Donc, faites très attention à la tentation des workflows Zapier, Make, N8N. Souvent, en plus, il y a quand même une forme d'influence aussi dans les gens qui postent ça. Bien sûr. C'est même pas le leur parfois. Enfin, enfin attention. On va finir sur une série de petites questions rapides. On aurait pu parler 2 heures, Ouais. je pense. On n'a pas pu voir tout en J'y détail. reviendrai. Non, mais clairement, mais c'est super intéressant. Je veux dire, c'est super intéressant de voir la façon dont vous organisez la création de contenu chez Webloom. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que l'automatisation, l'IA aide justement à faire des tâches qui seraient rébarbatives, mais au final, on est d'accord avec François, on partage cette vision-là. Il y a encore besoin de l'humain pour la touche finale, pour la partie création, créative, on va dire, pour la partie aussi expertise. Je pense que quand le brief ou quand l'article brouillon est arrivé depuis une IA vers un rédacteur, là, le rédacteur doit mettre sa petite touche et justement apporter cette valeur ajoutée. Ouais, c'est ça. Humain et on va dire code, tu vois. Ouais, Process hors IA. Ouais, Il y a trois étapes et l'IA ne fait qu'un tiers en fait. Ouais, c'est clair. On va finir ces 5 dernières minutes avec juste, comme dit, c'est aussi un format que j'essaie avec François. Je vais en faire des nouveaux. Enfin, si ça vous a plu et si ça fonctionne, je vais faire plus de formats de ce type-là où on aura un invité, une agence, une personne de la création de contenu. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, la création de contenu. Donc, savoir un peu les étapes clés de la création de contenu. Donc, je vais faire, je pense, reproduire ce format en septembre. Donc, merci François d'avoir été le pilote, le cobaye. Donc, et on va finir avec juste des questions flash. Donc, je te dis 2 mots
et tu me dis ce que tu en penses. Il faut que ça aille vite, hein, tu ne vas pas réfléchir pendant trop longtemps. Donc, si je te dis, voilà, on va commencer. SEO ou LLMO? SEO. Pour moi, là, tous ces nouveaux acronymes, c'est juste pour vendre du reach sur LinkedIn. Tout ça, c'est du SEO. Backlink ou maillage interne? Pour moi, c'est la même chose, mais je vais dire maillage interne. Parce que si tu n'as pas un bon maillage interne, tu peux envoyer autant de backlinks que tu veux, ton site ne marche pas. Rédacteur freelance ou une IA bien pilotée? IA bien piloté, parce que voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je ne peux pas dire le contraire. Désolé aux rédacteurs freelance dans le Mais on en a aussi, donc j'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Ils sont très bons en plus. 10 articles moyens ou un très bon? Un très bon. Là, je pense que je suis d'accord avec toi aussi, hein. Pour moi, c'est aussi ma vision des choses, c'est faut pas créer 100 000 articles de merde, mais créer un bon article qui va faire la différence. Parce qu'aussi, et c'est un point que je veux dire, c'est que actuellement, le search, c'est encore dominant, Google Search, mais ça commence à être challengé. Et aussi, bien sûr, nos habitudes de consommation de contenu sont différentes. Donc, Ouais. il y en a qui préfèrent lire des newsletters, d'autres qui vont sur LinkedIn pour choper des contenus, d'autres qui vont vouloir une vidéo short, donc qui vont avoir une vidéo longue. Donc, je veux dire par là aussi, c'est que vaut mieux créer une bonne base, un bon contenu de base, et ensuite essayer d'appliquer le bon format qu'il faut pour ce contenu. Donc, Clairement. c'est très important la qualité. Après, ça dépend. Enfin, après, il fallait répondre vite, mais tu vois, si tu es encore une fois, tu as besoin de très identifier, genre local, annuaire, etc., tu vas peut-être préférer 10 moyens, tu vois. Mais Ouais. dans la plupart des cas, grosse marque qui fait du contenu, je préfère faire un contenu top, et Google aussi d'ailleurs, plutôt que 10 moyens. On va prendre la question de Valdo. Est-ce Ouais. que Google et l'IA ne va pas changer la façon de faire du SEO? Je pense que la façon de faire du SEO a changé déjà, et je continue de changer tout le temps. Et voilà, même ça avait commencé à changer avant même que les LLM arrivent. Et tant mieux. Mais c'est bien que le SEO se réinvente. Ça, il s'est toujours réinventé, donc pas de souci. Ma dernière question, elle est un peu liée, mais je vais la poser chaque fois. Est-ce que le SEO est mort? Non, bah, tant qu'il y aura des gens qui cherchent des choses, et je pense que l'humain cherchera toujours des choses sur Internet, il y aura du SEO, c'est tout. Le SEO, c'est quelqu'un cherche quelque chose et tu apparais. Donc ça s'arrêtera jamais. Donc là, on est d'accord. Je veux dire, après, c'est la grosse phrase pour attirer du clic. Et c'est pour Ouais. ça que je l'ai faite aussi, parce que tous ces contenus-là vont aussi être. Tu l'as fait aussi, toi? Pardon, Attends, je me non, barre. non, j'ai pas fait. Non, 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 mais non, moi, j'y crois pas moi, je crois pas du tout que c'est mort le SEO, mais je suis aligné avec toi. Je veux dire, le SEO n'est pas mort. Il y aura toujours des gens vont toujours chercher de l'information. Donc, le métier, quelque part, de mettre en avant les contenus par rapport aux chercheurs de l'information, ce métier-là sera toujours présent. Mais comme tu l'as dit avant, ça va clairement évoluer. Il y aura des nouvelles pratiques, il y aura peut-être une approche plus stratégique aussi dans le SEO, parce qu'il va falloir justement comprendre plus, je pense, la personne qui cherche. Avant, je pense qu'il y a 10 ans, on pouvait envoyer des articles comme des bourrins sur Google et voilà, ça fonctionnait. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une diversification des moteurs de recherche, on va dire. Il y a les moteurs de recherche comme on les connaît, il y a YouTube, qu'on connaissait déjà, il y a les réseaux sociaux qui sont aussi quelque part des moteurs de recherche d'information, il y a Ouais, clairement. il y a les LLM qui sont une nouvelle façon de chercher l'information. Et ensuite, il y a encore les formats qui sont différents. Les formats longs, les formats courts, les formats vidéo, les formats images, les formats son. Donc, en fait, c'est ça, la matrix qui est compliquée, c'est qu'il y a de plus en plus de canaux pour chercher de l'information. Et l'information a un différent format. Donc, il va falloir comprendre, quand vous faites une analyse, on revient à l'étape 1, quand vous parlez avec votre client, c'est comprendre, lui, son audience, quelle est dans la matrice le format et le canal préférentiel. Et à partir de là, vous allez déployer votre strat. Donc, c'est comme ça que je le vois. Moi, c'est vraiment le côté stratégique qui va être plus mis en place dans le SEO. Ouais. Et puis, ce qui est sûr, par contre, c'est que, et ça se voit encore plus avec les AI mode, etc. C'était déjà le cas avant, c'est que la place de l'organique, en tout cas au sens traditionnel du terme, les petits liens, quoi, va baisser de plus en plus. On le voit déjà depuis des années que les CTR baissent. C'est sûr que ça va être encore plus vrai qu'en AI mode, il n'y aura pas 10 résultats dans ce que te dit l'IA, il y en aura moins, il y en aura 3-4. Il y aura la pub qui va aussi s'intégrer dans les AI mode. Donc, c'est sûr que les CTR vont baisser, mais moi, je trouve ça plutôt bien. En fait, je trouve que ça va dans le bon sens parce que
c'est plus personnalisé, c'est plus qualitatif. Donc, quand même, on peut que se réjouir en fait que les résultats soient meilleurs qu'avant, je pense. Et de deux, c'est quand même, c'est un gros challenge en fait pour nous. Et en fait, moi, je préfère le SEO d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus challengeant, qu'à l'époque où juste je mettais, j'étais premier sur jeux vidéo post-apocalyptique parce que je mettais du blanc sur blanc, footer, etc. Je trouve ça plus challengeant et plus intéressant de faire du SEO aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quoi. Et il est loin d'être mort. Ouais, il faut être créatif, je pense. Oui, c'est ça, il faut être créatif. Ça rejoint le marketing, tu vois. Donc, tout ce qu'on disait, la backlink gap, content gap, etc. En fait, on n'est plus sur du keyword stuffing, mais on est plus sur des topics et essayer de donner à l'IA ce qu'il a envie de voir. Et en fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus marketing. Donc, peut-être ça va attirer aussi des profils, tu vois, là, plus publicitaires, plus marketing, plus communicationnels qu'avant. Tu vois, et peut-être moins. Aujourd'hui, les anciens du SEO, c'est quand même avant tout des gens qui sont plus dans la tech, dans le cloaking, dans les backlinks, etc. Ce qui va toujours être important. Ça va attirer peut-être plus des profils marketing. Ouais. Ouais, je pense, je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a aussi un côté, on l'a vu, il va falloir quand même être friand de nouvelles technologies parce qu'il va falloir automatiser tout ça et trouver chaque fois dans Ouais. le process la manière de l'automatiser ou d'utiliser l'IA. Donc, il va falloir aussi avoir ce côté un peu technicien pour comprendre voilà, où monter à l'échelle. Ouais, clairement. Mais ça, bon, ça a toujours été un métier assez tech. Je pense que du coup, le SEO va plus facilement s'adapter à la tech que, par exemple, la com ou tu vois, ou la rédaction web pure Ouais, qui c'est clair. souffre clairement en ce moment. Ouais. On pourrait faire un webinaire entier sur le métier du rédacteur. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il doit s'adapter? Mais peut-être ça sera, si tu veux, François, on pourra rediscuter à la rentrée autour C'est clair. d'une thématique plus précise. D'ailleurs, si ceux qui sont encore dans le chat et qui sont encore en train d'écouter, j'espère que ça vous a plu. Bah, en tout cas, pour donner peut-être une note positive, c'est pas mort du tout. Moi, ma femme, elle est concepteur, rédacteur, enfin conceptrice, rédactrice. Elle gagne très bien sa vie. Ça baisse pas. Je pense que c'est comme d'habitude avec la tech. Quand une tech arrive, bah, c'est sûr que ça va écrémer 80-20, quoi. Mais ça va forcer les rédacteurs à être meilleurs. Mais du coup, les meilleurs, je pense, priceront plus. Et du coup, c'est pas du tout mort. Au contraire, je pense que ça peut même être faire du bien en fait à la profession. Mais le rédacteur qui, en effet, prend pas le pli de l'IA, de tout ce qu'on s'est dit, et qui reste un petit peu sur son cheval parce que par principe, et qui fait du contenu comme avant, va souffrir. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, quelque part, c'est ça. Il faut évoluer. Il y a une mutation qui est en cours et nous, faut vous adapter. Et les meilleurs s'en sortiront, c'est sûr, sur la même chose. Voilà, mais c'est un peu comme ça, hein. Euh, Ouais. Ce que je veux dire, ouais, j'espère que ça vous a intéressé ce webinar. Moi, enfin, comme dit, c'était trop court pour être franc. J'aurais pu parler 2 heures avec toi.